Bonjour et bienvenue sur le podcast Être un parent. Je l'ai imaginé comme un lieu de rencontre où l'on pourrait aborder sans tabou l'expérience parentale avec un regard honnête et bienveillant. Un lieu où on pourrait prendre du recul sur nos pratiques, s'inspirer et cheminer ensemble. Je m'appelle Lika Sarr, je suis passionnée de l'humain, du tout petit et de ce qu'il devient, de nos relations, de nos cultures et de notre nature commune. Aujourd'hui, je reçois Séverine Guy, accompagnante parentale et éducatrice spécialisée dans le haut potentiel. Le haut potentiel, qu'est-ce que c'est ? Il existe beaucoup de fantasmes et d'imprécisions sur le sujet. Lors de cet échange passionnant, nous revenons sur la définition et quelques signes évocateurs de ce neuroatypisme au quotidien. Séverine nous présentera son parcours et ce qui l'a menée à trouver sa place, qui lui va si bien, dans l'accompagnement à la parentalité. Nous abordons dans cet épisode les questionnements récurrents pour les parents et l'importance d'affiner sa perception de soi pour changer de regard sur cet enfant qui bien souvent nous ressemble tant. J'aime l'humilité et la justesse de Séverine. Elle est reconnue pour son enveloppement chaleureux et son pragmatisme. Je vous laisse sans plus tarder en sa compagnie. Je vous souhaite un très bel épisode. Bonjour Séverine. Bonjour Lika. Je suis contente, vraiment ravie de proposer cet échange aujourd'hui pour l'audience du podcast Être un parent. C'est vraiment un plaisir de pouvoir enfin le faire parce qu'on a eu quelques rendez-vous manqués. Oui. Et puis voilà, quelques années qu'on se suit maintenant parce que je crois que ça passe plus vite qu'on le voudrait. Oui. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir, au cours de cet échange, te présenter, aborder le cœur de ton métier, le cœur aussi de ta passion, je crois. Oui. Et puis déjà donner quelques pistes pour les parents qui écoutent et qui sont peut-être en questionnement ou en recherche d'éclaircies. Voilà. Absolument. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, me parler de toi, enfin nous parler de toi, de ton parcours et puis de ce qui t'a emmené à être aujourd'hui à cette place-là. Ok, alors d'abord merci beaucoup de ton invitation Lika. C'est mon premier enregistrement de podcast et je suis absolument ravie que ce soit avec toi parce que on s'est rencontrés comme tu dis il y a quelques années sur un de mes festivals. Et je continue de suivre assidûment ce que tu proposes parce que j'aime beaucoup ta vision et ce que tu es plus globalement. Donc merci beaucoup, je suis très honorée de ton invitation. Alors pour me présenter, moi je m'appelle Séverine Guy, j'ai été éducatrice spécialisée pendant plus de 20 ans en institution au départ. Donc j'ai accompagné des enfants, des jeunes enfants, des préados, des jeunes adultes et leurs familles, bien évidemment, dans une volonté de les aider à s'épanouir, en tout cas à construire leur vie. Et puis, le travail en institution m'a amené à une période de ma vie, à une grande perte de sens. Non pas dans l'accompagnement que je proposais, mais dans le système de l'institution, et qui du coup m'a amené à un joli burn-out, comme ça arrive à beaucoup de monde, qui a été mêlé professionnel et personnel. Du coup, voilà, les choses se sont enchaînées de ces façons-là. Donc il y a eu quelques années où je me suis demandé un petit peu ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimerais faire, et puis en me reconnectant vraiment à ce qui m'anime depuis toujours, je me suis rendu compte que ce que je sais faire de mieux et ce que j'aime le plus faire, c'est d'accompagner, de soutenir, de guider les autres. Donc j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir faire ça désormais, en sachant que c'était plus possible en institution pour moi. Et puis il se trouve que au milieu de tout ça, il y a 11 ans, un petit être est arrivé dans ma vie. Je suis devenue maman. Je suis devenue maman de mon fils Samuel, qui aujourd'hui a 11 ans. Et cette maternité qui était très très attendue, très très désirée, dans un contexte très clair pour moi et c'était un vrai choix.
Voilà, Mmh. un vrai choix. Il s'est trouvé qu'elle s'est avérée beaucoup plus compliquée que tout ce que j'avais pu imaginer. Mmh. Et alors que j'étais éducatrice spécialisée, bah, tu sais, on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Oui. Et ben là, je me sentais très mal chaussée, vraiment, vraiment, Ouais. vraiment, Ouais. avec une profonde culpabilité parce que tout ce que je savais parfaitement gérer sur mon lieu de travail, tout ce que j'avais fait pendant des années, ben, j'arrivais pas à le mettre en application à la maison avec mon fils. Mmh. Je le sentais lui en difficulté, voire en souffrance. Moi, j'étais en difficulté et en souffrance. Et puis au fil de différentes recherches, parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était souffrant pour cet enfant. Et comme maman, bah, parfois on se dit que ça peut être médical, tu vois, que ça peut Mmh. être organique, j'ai envie de dire. Donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de spécialistes. J'ai entendu beaucoup que l'anxiété maternelle se transmettait. J'ai été très culpabilisée. Que je pratiquais le cododo à l'époque, donc c'était lié au cododo. Enfin, il y a eu beaucoup de jugements sur ma Mmh. façon d'être maman, jusqu'au jour où j'ai rencontré une gastropédiatre, étonnamment, qui la première m'a parlé de haut potentiel pour mon fils. Mmh. Cette dame était spécialisée dans le haut potentiel. Et donc, pour elle, il n'y avait aucun doute. Il avait 1 an et demi à l'époque, hein. Mmh. Mmh. Il n'y avait aucun doute. Et alors, ce qui a été très étrange, c'est que quand elle a décrit, tu vois, un petit peu ce que c'est, ce qui lui faisait dire que cet enfant-là avait une suspicion de haut potentiel, c'est que je me suis pleinement reconnue dans ce qu'elle décrivait. Ouais. Et au-delà de moi, ma mère, qui était là parce qu'elle s'occupait de mon fils pendant que j'échangeais avec le médecin, s'est levée d'un bond en disant mais je ne sais pas si vous parlez de mon petit-fils, mais vous parlez de ma fille. Et tout s'éclaire sur son parcours, sur son histoire. Et tu vois, comme là, je suis en plein soleil, bah, c'était ça, comme un grand coup de soleil tout d'un coup Oui. qui venait tout éclairer. Donc à partir de là, bah, comme beaucoup de parents, je me suis beaucoup posé de questions, j'ai cherché beaucoup d'informations, j'ai parcouru des livres, des blogs, Mmh. etc. Et j'ai absolument pas trouvé ce dont j'avais besoin parce qu'il y avait beaucoup d'explications Mmh. théoriques, mais pratiquement dans ma vie au quotidien, comme maman, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Ben, je savais pas. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, peut-être que je pourrais expérimenter moi des choses avec mon fils parce qu'il était important pour moi qu'on soit tous les deux épanouis et c'était clairement pas le cas à ce moment-là. Donc j'ai mêlé mes connaissances d'éducatrice spécialisée avec mes nouvelles connaissances sur le haut potentiel. J'ai fait un mix de tout ça Mmh. pour créer une stratégie qui était vraiment personnalisée aux besoins de mon fils et aux miens. Ouais. Et ça a marché, et Ouais. ça a fonctionné, et Ouais. ça continue de fonctionner 10 ans après. Mmh. Euh, avec bonheur, j'ai réussi à construire une belle relation, une relation de qualité. Alors ça ne veut pas dire que tout est toujours rose et que tout est toujours facile, hein, entendons-nous bien, mais en tout cas on a comme ça un fil directeur qui nous permet d'être dans une relation de confiance et qui nous permet Mmh. justement de voguer au travers des différentes difficultés des uns et des autres, de lui, de moi, et de Mmh. maintenir cette qualité de relation. Ouais. Donc ça, c'était important. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais il faut que je le partage, tu vois. Mmh. Il faut que d'autres familles puissent profiter de ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'accompagnement pour les parents d'enfants à haut potentiel, avec l'intention de les aider à favoriser l'épanouissement de leurs enfants, mais Ouais. aussi avec une intention très claire qu'on entend peut-être moins. Alors, avec toi, on entend beaucoup, mais dans d'autres domaines de parentalité, on entend peut-être moins, avec vraiment le souci que les parents prennent soin d'eux aussi. Oui. Et de Mmh. vraiment trouver cet équilibre entre le bien-être des parents et le bien-être des enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient profondément à cœur, parce que je Mmh. pense que ça ne peut pas être autrement. Et voilà comment j'ai commencé, bah, par écrire un blog, des articles de blog, et puis faire des vidéos sur YouTube, et puis publier sur Facebook, et finir par créer une communauté. Et puis ensuite, j'ai lancé le premier festival des parenthèses atypiques dans lequel tu as généreusement et magnifiquement Mmh. participé. On a fait la 2e édition cette année, et puis je continue d'essayer de soutenir, de guider les familles qui en ressentent le besoin et qui sentent que pour elles, c'est le moment de faire le Mmh. premier petit pas.
Super. Merci pour ce partage qui est à la fois intime parce que tu parles de ton être parent et à quel Oui, point ça a pu bouleverser aussi, bah, ton fonctionnement global. tout Finalement, à fait. a redistribué les cartes différemment pour, Oui, je crois pour un équilibre, professionnel en tout cas qui s'insère parfaitement bien dans ta vie personnelle. Donc ça, c'est oui. vraiment super. Peut-être parce qu'il y a plein de choses que tu dis qui m'interpellent, hem, mais, avant de te demander peut-être ce qu'a dit le médecin quand tu as 1 an et Oui, demi, il a pu voir les premiers signes. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend par HP, haut OK, potentiel? Peut-être OK. une sorte de définition, même si je sais que c'est pas si évident, mais ouais. OK. Oui, c'est important peut-être de définir ce qu'est le haut potentiel. Alors, peut-être que pour le définir, on va déjà expliquer ce que c'est pas. Mmh. Peut-être Mmh. qu'on Mmh. va C'est vrai. contribuer ensemble là à lever quelques préjugés, quelques a Mmh. priori. On a beaucoup parlé, d'enfants surdoués à une certaine époque et on a Mmh. encore tendance parfois, à confondre le haut potentiel avec l'enfant surdoué qui pour moi est vraiment 2 choses différentes. Mmh. C'est-à-dire qu'être à haut potentiel, c'est pas du tout être un petit génie, pour qui tout réussit. Alors ça existe, il y a des hauts Mmh. potentiels comme ça, c'est ceux qu'on voit à la télé, hein, ou dans les journaux, quand on nous dit qu'ils ont passé leur bac à 15 ans et qui a, vous savez, petites nanas ou les petits mecs à lunettes qui sont adorables comme tout et qui survolent leur scolarité et à qui tout réussit et qui semblent bien dans leur peau, etc. Il y en a, et bien heureusement qu'il y en a, mais c'est pas la majorité Mmh. des enfants au potentiel. Donc déjà c'est pas ça, voilà, c'est pas être un petit génie. Moi j'aime pas non plus réduire le haut potentiel à sa composante intellectuelle. On parle beaucoup de HPI pour parler des hauts potentiels. Moi j'aime pas trop ce terme-là parce que ça réduit vraiment Mmh. la personne à sa composante intellectuelle. Et nos enfants et nous sommes tellement plus que ça Oui. voilà, ce terme me dérange un petit peu. Il n'empêche que être à haut potentiel, c'est avoir des compétences intellectuelles supérieures à la moyenne des gens de notre âge, pour un enfant, des gens de son âge. Ça veut dire que ça passe par une identification et pas un diagnostic. Là aussi, j'y tiens beaucoup. Mmh. Euh, Mmh. on ne parle pas de diagnostic parce que c'est pas un trouble, le haut Oui. potentiel. Donc, on parle Ouais. d'une identification donc qui suppose d'avoir un score au test de QI en France, parce que c'est très culturel, en France de 130 euh, pour, euh, pour, euh, pour pouvoir identifier ce haut potentiel. Mais, et j'y tiens beaucoup, le test de QI ne fait pas tout. On peut avoir un score au test de QI qui soit supérieur à 130 et c'est vraiment l'analyse de la personne qui va faire passer le test, l'analyse de la personnalité de l'enfant, Oui. qui peut définir un haut potentiel, même si le score de 130 n'est pas obtenu. Je vais fermer le balcon, ça aurait été dommage, hein. Je t'en prie. Voilà, j'espère que c'est mieux. Oui, c'est très bien. Tu dis effectivement qu'au-delà de 130, oui, ça demande un autre regard, en tout cas un regard, plus global. Ça me fait penser que parfois il y a un résultat en dessous de 130 Bien avec, sûr. une hétérogénéité des résultats, tu vois? Et qui pourtant avec un regard, global, peut pointer également, Absolument, ouais. absolument. Alors, Mmh. on est dans cette période-là, pendant qu'on enregistre cet épisode de ton podcast, on est dans une période un peu particulière autour de tout ça, parce qu'il y a une espèce de guéguerre qui est en train de se jouer Mmh. entre ceux qui défendent que sans ce résultat 230, on ne peut pas identifier le haut Mmh. potentiel, et puis ceux qui disent, bah, c'est le haut potentiel, c'est pas qu'un score de QI, Ouais. c'est aussi Ouais. une personnalité particulière. Mmh. Je fais partie de ce courant-là, puisque moi, mes mentors, c'est mon amie Fanny Nussbaum et les autres, Olivier Revol et autres. Donc, je fais partie de ce courant-là euh, parce que j'observe, je constate, je vis moi-même, parce que c'est Mmh. vraiment par l'expérience, que le haut potentiel, c'est vraiment une autre manière d'être au monde.
Oui. Ça ne peut pas se résumer à des compétences intellectuelles, c'est vraiment un autre regard sur le monde, une autre manière de ressentir les choses, une autre manière de vivre les choses simplement. Mhm. Euh, Mhm. et donc, oui, le test des compétences intellectuelles et le test de QI reste intéressant, mais ce n'est qu'un indice parmi d'autres indices. Et comme tu le dis, tu vois, parfois il y a des enfants qui ont des dysgraphies, des dysorthographies, des troubles de l'attention, qui peuvent venir faire chuter le score au test de QI, et il n'empêche pas qu'ils sont quand même, ils font quand même partie de la grande famille des hauts potentiels, ou simplement un enfant qui est particulièrement anxieux, Oui. ou qui a une anxiété de performance pendant le test. Il y a Mhm. tout un tas de facteurs qui peuvent venir fausser aussi les résultats, d'où l'intérêt et la grande importance de regarder tout le reste de ce qu'est l'enfant pour voir s'il rentre dans ce profil ou pas. Oui. Et on parle de HPI et de HPE parfois de façon différente. Est-ce que alors tu intègres ces deux définitions dans celle de HP ou bien Alors, comment le haut tu... potentiel émotionnel, c'est encore autre chose Mm. que le haut potentiel intellectuel. Actuellement, moi, je ne suis pas qualifiée pour parler vraiment de haut potentiel émotionnel. Euh, Tiens, ça me donne une idée pour ta dernière question. Voilà, je pourrais peut-être vous conseiller quelqu'un qui est vraiment calé sur ce sujet-là. Ouais, Moi, c'est pas mon champ de compétence, le haut potentiel d'accord, émotionnel. Donc, voilà. En d'accord. tout cas, ce n'est pas forcément lié au potentiel. C'est vrai que les termes se ressemblent, donc on a tendance à faire une Oui, association. oui, Mais pour autant, c'est pas. On peut être au potentiel émotionnel sans être au potentiel intellectuel. Ce d'accord. sont deux choses qui sont différentes. Donc là, tu accordes finalement que le HPI tel qu'il est décrit classiquement, ordinairement, se correspond au HP que tu accompagnes. Absolument. Juste, d'accord. Ouais. Parce que tu vois, ça me touche beaucoup quand tu dis un regard spécifique sur le monde, une relation au monde particulière. Pour moi, ça résonne fort avec cette sensibilité émotionnelle, tu vois. Absolument. Et donc, j'aurais eu à faire le raccourci, moi, Oui. tu vois, de Oui. ramener. Alors là où tu as raison de le faire, mais en dehors du HPE, je ne sais pas de quoi il est composé le HPE, donc c'est pour ça que Oui, je préfère ne pas me positionner sur cette question-là. Ce qui est certain, c'est que si tous les hypersensibles ne sont pas hauts potentiels, mais par contre, tous les hauts potentiels sont hypersensibles. oui, oui. Tu vois. Hmm. Donc il y a vraiment, et au-delà, tu me demandais s'il y avait des signes, Oui, sur quels signes est-ce qu'on pouvait oui. se dire, tiens, peut-être ça vaudrait le coup que j'aille creuser, peut-être pour les familles qui nous écoutent. Hmm. Il y a en effet cette hypersensibilité qui va même au-delà d'une hypersensibilité, on parle d'hyperesthésie, Oui, c'est-à-dire que et même d'hyperacuité. Euh, C'est-à-dire que c'est à la fois une hypersensibilité sensorielle, c'est-à-dire du goût, du toucher, de hmm, l'odorat. Tu vois, moi je hmm, prends souvent l'exemple de mon fils quand il était petit, qui rentrait dans l'ascenseur. Nous, on habite dans un immeuble de 8 étages, donc ça fait du monde, tu vois. Et en fait, il était capable de me dire qui était passé avant nous dans l'ascenseur, simplement au parfum qui s'en dégageait. oui. Voilà, donc il y a vraiment cette hyperesthésie sensorielle et cette hypersensibilité émotionnelle qui les rend finalement tantôt plus capables de gérer leurs émotions que les autres parce qu'ils en ont Mhm, une plus grande conscience, mhm. et tantôt ils sont plus vite saturés des émotions et Oui, de l'intensité oui. qu'ils ressentent. Euh, donc voilà, c'est pas forcément une faiblesse, tu vois. On a tendance parfois quand on parle d'hypersensibilité à penser à quelque chose qui nous fragilise. Hmm, Moi, je pense pas, et j'observe dans mes accompagnements que bien souvent, une fois qu'elle est acceptée, cette hypersensibilité, qu'on arrête de lutter contre, hmm, et ben on s'aperçoit que ça peut être une grande force dans le sens où, dans les moments où notre énergie est suffisante, elle nous donne une meilleure compréhension de ce qui se vit en nous, hmm, une plus grande lucidité, j'aurais envie de dire, sur ce qui se vit en nous et ce qui se vit pour les autres aussi. hmm, hmm. Et puis, bien sûr, à d'autres moments, quand l'énergie est plus faible ou quand tu as vraiment beaucoup de sollicitations, à ce moment-là, effectivement, la saturation peut être plus rapide. Donc, il faut aussi savoir, et pour les enfants et pour les adultes, se protéger. Se protéger, ouais. Voilà. Mais c'est pas forcément une faiblesse.
OK. Est-ce que alors ça veut dire que une partie de la définition de l'HPE, c'est l'hypersensibilité? Ouais, C'est ça? Ouais. ouais, OK. je pense. OK. Je pense. J'avais enregistré un épisode avec Élodie Crépel l'année Ouais, c'était dernière à elle sur, que je pensais, ouais. ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Et donc je remettrai les informations en description de Mmh. ce podcast. Donc c'est un épisode qui est disponible. Ouais, Ouais. ouais. OK. OK. Tu parlais tout à l'heure du regard de ce médecin, de ce Oui. gastropédiatre sur ton enfant de 1 an et demi, qui a su déjà voir, des premiers signes. Qu'est-ce qu'il avait identifié? Mmh. Enfin, qu'est-ce qu'on peut Alors identifier chez la notre enfant? 1re chose, que lui a identifié, puis après je vous parlerai après mes lectures, ce que moi j'ai pu, me Mmh. rappeler. La première chose qu'il a identifiée, c'est que ce petit bonhomme d'1 an et demi, bah, faisait des phrases complètes avec, un sujet, un verbe et un complément et qui Mmh. disait «je» surtout. Mmh. Mmh. C'est la première chose qui l'a alerté. Alors comme moi à l'époque je travaillais en institution mais avec des enfants porteurs de handicap, pour moi il allait juste bien, tu vois? J'avais pas d'échelle de mesure de ce que Ouais. font les autres ou de ce qu'ils ne font pas. Ouais. Donc il y a eu ça et puis il y a eu aussi, vraiment cette façon d'être au monde différente, c'est-à-dire cette grande curiosité, le fait qu'il posait 1001 questions sur tout ce qu'il y Mmh. avait dans le cabinet et cetera. Mais je crois que lui, enfin elle, c'était une femme, ce qui lui a mis vraiment la puce à l'oreille, c'est au niveau du langage. Oui. C'est vraiment ce qui est venu. Alors il faut savoir que tous les enfants au potentiel n'ont pas un langage très développé, si tôt. Il y a des enfants qui mettent plus de temps à parler, mais par contre, une fois qu'ils parlent, ils font des Oui. phrases complètes et ils Mmh. disent «je». Voilà, Mmh. on passe rarement par le langage bébé ou pas très longtemps, avec les enfants au potentiel. Et puis, dans les signes qui peuvent nous faire nous poser des questions comme parents, moi je me rappelle que tout petit, pas loin de la sortie de la maternité, même à la maternité, il me scrutait. Mmh. J'avais vraiment ce regard Mmh. scrutateur que décrivent aussi beaucoup les familles que j'accompagne, comme s'il était en quête permanente de comprendre ce qui se passe autour de lui très tôt. Ouais. Très, 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 très tôt. Ouais. Et ça a duré très longtemps et ça dure encore, tu vois? Par exemple, c'est amusant quand moi-même je me sens pas très bien, mais que j'en ai pas encore conscience. Tu sais, on a des moments comme ça, comme parents, où on a l'impression que ça va, alors qu'à l'intérieur de nous, il se passe déjà des choses Mmh. qui nous disent que non, ça va pas si bien que ça. Et souvent, dans ces moments-là, mon fils me dit: «Mais pourquoi tu fais cette tête?» Mmh. Alors que moi, j'ai pas l'impression d'avoir un visage différent de celui Mmh. d'habitude. Et Mmh. voilà, ils ont vraiment cette capacité à À se connecter, percevoir. oui. Voilà, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, à se connecter différemment, Ouais, plus profondément. Ouais. ouais, absolument. Mmh. Après, dans les autres caractéristiques, ce qu'on retrouve fréquemment chez les hauts potentiels, c'est ce qu'on a, d'ailleurs, c'est le seul symptôme, là on peut parler de symptômes, c'est ce qu'on appelle la dysynchronie, qui a été identifiée par Jean-Charles Terrassier il y a déjà de nombreuses années. La dysynchronie, c'est le fait que l'évolution de nos enfants ne se fait pas de manière linéaire. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont, par exemple, bah, comme si on prend l'exemple de mon fils, mais d'autres aussi, parler très tôt. Il a parlé à 1 an et demi en même temps. Il a commencé à parler en même temps qu'il a marché, tu vois. Mmh. Qui parle très tôt, mais qui pour autant, il est monté sur un vélo, il avait 7 ans. Ouais. Parce que ça, c'était beaucoup plus compliqué pour lui. Ouais. Ou Ouais. des enfants qui vont être très à l'aise socialement, mais qui par contre vont avoir un petit retard pour des apprentissages plus scolaires. Mmh. Donc c'est vraiment cette évolution qui ne se fait pas de manière linéaire et qui met beaucoup en difficulté les parents en général parce qu'on n'a pas de modèle de référence. Oui. Et quand on devient parent, on a besoin d'être rassuré sur le fait que l'évolution de notre enfant se fait correctement. Mmh. Et avec un haut potentiel, en fait, on ne peut pas parce qu'il y a des domaines dans lesquels il va tout d'un coup exceller, alors que dans d'autres, on va le considérer en retard. Alors, j'aime pas ce terme d'en retard, mais c'est comme ça que socialement on l'identifie. Hein. Ouais. Et puis tout d'un coup, la balance va s'inverser. Il y a un autre domaine qui va prendre le dessus et un autre qui va vraiment être laissé de côté. Donc c'est vraiment voilà cette évolution pas du tout linéaire qui est vraiment une des caractéristiques des enfants à haut potentiel. Avec donc on a parlé d'hyperacuité, hein, cet ensemble d'hyperesthésie et d'hypersensibilité. Et puis la troisième caractéristique vraiment forte, c'est le fait que les enfants au potentiel très tôt, on a l'impression très tôt qu'ils savent qui ils sont. Mmh. Je ne sais pas si ça résonnera pour les personnes qui nous écoutent, Mmh. mais c'est ce genre d'enfant où on dit alors lui il ira loin parce qu'il sait ce qu'il veut.
tu vois. Alors, il y a mmh. d'autres enfants qui savent ce qu'ils veulent et qui ne sont pas au potentiel, mais ils ont cette conscience d'être des individus uniques très vite. Mmh. Ce qui suppose que très vite, papa et maman ne sont plus les super-héros qui restent des super-héros très longtemps pour les autres enfants, parce que très vite, ils comprennent nos failles, ils comprennent nos blessures, ils perçoivent nos manques. Donc très vite, ils s'individualisent beaucoup plus vite Oui. que les autres enfants. Oui, et tu vois, on en reparlera de la posture des parents devant Oui, bien ce sûr, phénomène-là particulièrement, parce que c'est vrai que le risque, c'est d'être de garder une volonté de contrôle sur bien un sûr. enfant qui, lui, finalement, a presque déjà choisi, en tout cas, est déjà incarné dans le chemin qu'il a Tellement. pour lui et ça me touche parce qu'effectivement, on peut voir parfois des conflits qui arrivent parce que, le parent, lui, ne comprend pas. Il a pourtant affaire à un enfant, mais qui s'affirme tellement que, il a l'impression de perdre son rôle de parent, quoi. Tout Mmh. à fait, tout à fait. Ouais, C'est très ouais, déstabilisant ouais, ouais. pour les parents parce que c'est source d'inquiétude pour l'avenir et Oui, on s'en reparlera, mais la principale inquiétude des parents, c'est l'avenir de leurs enfants. oui, Au-delà des difficultés quotidiennes qu'ils peuvent rencontrer, qui peuvent être parfois oui. épuisantes, Ouais, en fond du fond, c'est ouais, la question, c'est qu'est-ce qui va devenir, tu bien vois. sûr. Ouais, ouais, ouais. Et ça vient vraiment raviver ça. Mmh. Est-ce que tu vois d'autres signes qu'on peut constater au quotidien? On en a vu énormément là déjà, Alors tu dans essayé de les autres proposer signes qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut. Là, c'est vraiment les trois grandes catégories. En oui. fait, ce qui est difficile dans l'énoncé des signes, c'est que, tu sais, on ne va pas oublier ensemble qu'un enfant au potentiel, ça reste un enfant, et Mmh. que donc il ne se résume pas à son haut Oui, potentiel, oui. et que donc il a aussi son tempérament, son caractère, Mmh. sa personnalité, et Mmh. que donc au travers des trois grandes catégories que je viens de vous énoncer, ça va s'exprimer de manière différente pour chacun des enfants. Ouais, ouais, C'est-à-dire que si ouais. vous avez, on le voit dans les fratries, hein, où il y a plusieurs enfants au potentiel, ben, le haut potentiel ne s'exprime pas de la même manière Mmh. pour un tel ou pour un tel, parce que son histoire n'est pas exactement la même, parce que son caractère n'est pas exactement la même, et Mmh. que donc le haut potentiel ne s'exprime pas exactement de la même façon. Ouais, Donc ça c'est vraiment important à avoir en tête, de ne pas rajouter des étiquettes aux étiquettes, c'est tu vois. ça. Oui, oui. Oui. Et d'avoir en tête que, ok, c'est une autre façon de percevoir le monde qui mérite d'être investiguée, j'ai envie de dire même plus par les familles que par des professionnels, parce que je Mmh. vous le redis, ce n'est pas un trouble. Mmh. Donc ça n'a pas besoin d'être guéri ou d'être soigné. Mmh. C'est une Surtout pas. caractéristique, Mmh. non, c'est une caractéristique avec laquelle on va devoir vivre, évoluer, Mmh. qui n'est pas toujours confortable, mais qui est source aussi de beaucoup de joie Ouais. Ouais. quand on se met dans une dynamique positive autour de tout ça. Donc c'est vraiment important pour les familles de se dire, ok, hypersensibilité, hyperesthésie, ce sentiment vraiment profond d'identification qui se fait tôt, hein. Mmh mh. Et puis voilà, les petits signes comme ce regard scrutateur très tôt. Mmh. En fait, ce sont des enfants qui pensent tout le temps. Mmh. Ce sont des enfants qui questionnent beaucoup, mais ils ne questionnent pas en surface, en fait. Mmh. Avec des réflexions profondes, quoi, Voilà, dans les ouais, réflexions sont ouais, profondes. Moi, j'ai ouais. eu des conversations politiques avec mon fils, il avait 6 ans, tu vois, Mmh. aux premières élections qu'il a connues. Et vraiment, c'est un thème qui le passionnait. Euh, Ouais, C'était vraiment un thème, et ça continue d'ailleurs de toujours beaucoup ouais. m'intéresser. Mais voilà, ils vont avoir des centres d'intérêt qui vont être surprenants pour des Mmh. enfants de leur âge, Mmh. et qu'ils ont besoin vraiment d'explorer en profondeur. Oui. Qui ne peut pas rester juste. Tu sais, avec plein d'autres enfants, tous les enfants posent des questions et c'est normal qu'ils le fassent, mais en général, une réponse un petit peu vague, un petit peu Mmh. va leur suffire, tu vois. Oui, oui, oui. Un enfant au potentiel, ça va pas lui suffire. Il a Ouais, vraiment ouais. besoin d'aller en profondeur, et il a surtout et par-dessus tout besoin de mettre du sens sur les Mmh. choses. Mmh. C'est vraiment, s'il y avait qu'un seul besoin qu'on devait
retenir chez les enfants au potentiel, c'est ces besoins de sens. Ouais. C'est vital, c'est un besoin qui est vital pour eux de comprendre qu'il y a une logique. Alors on comprend pourquoi les apprentissages scolaires sont parfois douloureux et compliqués, parce qu'il n'y a pas toujours de sens, et c'est pas toujours rattaché à une logique. Ouais. Donc ça aussi, peut-être, c'est important de le partager aux familles. On peut tout à fait être au potentiel et être en échec scolaire Mmh. ou rencontrer des difficultés à l'école, parce que le système scolaire, en tout cas français, est fait pour 98% des enfants, Mmh. et n'est pas fait pour les 2% d'enfants atypiques. Bah, la psychologue qui suivait ma fille m'a dit qu'il y avait 2 tiers d'enfants au potentiel en échec scolaire. Bien sûr, Tu vois? absolument. Enfin moi ça Ouais, m'a ouais. marquée, hein, ouais. Oui, ouais, ouais, c'est marquant Ouais. et c'est pas, ce qui est important et moi j'œuvre beaucoup à travailler là-dessus, en tout cas à diffuser ce message-là, ce n'est pas parce que l'enfant manque de quelque chose. Mmh. Ce n'est pas l'enfant qui est en difficulté, c'est le système scolaire qui n'est pas adapté à lui. Oui, Et oui, c'est oui. vraiment important de faire cette distinction parce que tu sais, quand on s'acharne à vouloir faire rentrer des ronds dans des carrés, Ça passe pas. ça passe pas. Et puis surtout, ça crée des blessures, tu Eh vois. beh, bien sûr, oui, Voilà, donc c'est vraiment important oui. d'avoir en tête de OK, le système, alors certains enfants s'adaptent très bien, encore une fois, pas de Mmh. généralité, hein. Mmh. Certains enfants s'adaptent très bien, surtout les petites filles en général Et qui puis sont certaines maîtresses s'adaptent très bien aussi, absolument, tu vois? Certains maîtres et maîtresses, absolument, bien pour en sûr. avoir croisé sur ma route, c'est, oui, c'est dépendant malheureusement, en tout cas Oui, de la oui. personne qui va proposer le programme Tu et fais bien, mmh, de le dire parce que moi j'ai mmh, aussi beaucoup de professeurs des écoles dans ma communauté qui me suivent et qui mmh. le font sur leur temps perso Ouais, ouais, ouais. parce qu'il n'y a rien de mis en place Mmh, vraiment au niveau de l'éducation nationale. Donc mmh, bien sûr qu'il y a de très belles personnes, mmh. mais comme tu dis, la difficulté c'est que ça va être dépendant d'une année à Eh l'autre oui, sur eh qui oui. notre enfant va tomber. Et puis Ouais. surtout, on parlait du besoin de sens, mais il y a aussi ce besoin de se sentir aimé qui est très Mmh, important pour les enfants au potentiel, parce qu'ils se sentent en permanence en décalage, mmh, et donc ils ont vraiment ce besoin de se sentir aimés. Et quand ils arrivent à nouer une relation affective avec une institutrice, un des mmh. professeurs au collège ou au lycée, alors tout d'un coup les apprentissages deviennent beaucoup plus simples pour eux. Oui, oui. Alors que si le climat affectif, s'ils se sentent pas reconnus, s'ils se sentent jugés, ils vont complètement se fermer, ils vont s'auto-saboter, C'est ça. et ne pas Oui, investir leurs apprentissages. Donc ça, c'est oui, vraiment aussi quelque chose d'important, ouais. oui, oui. Les parents, quand ils viennent te voir, en général, c'est, quand ils ont une suspicion, quand ils ont, une identification qui est déjà posée? Comment ça se passe? Enfin, j'imagine plusieurs cas, mais Ouais, mmh. c'est ça. Il y a vraiment plusieurs cas. Il y a les parents qui ont une identification et qui ressortent de l'identification avec encore plus de questions qu'avant. Mmh. Parce que on pense comme parents qu'une fois qu'on aura l'identification, on va souffler, ça nous Ouais, aura donné du sens à nous aussi, ouais, ouais. et on va enfin pouvoir trouver des solutions et on se rend compte qu'en fait, non. On Mmh. repart avec notre compte rendu. Alors, là encore, certains professionnels proposent des accompagnements, voilà, plus ou moins adaptés à mon sens, mais en tout cas, il y en a qui le font, et puis d'autres le font pas du tout. Heu, Mmh. et voilà, et tu repars avec ton test et ben voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de Mmh. tout ça maintenant? Ben, on ne Mmh. sait pas. Donc Mmh. j'ai pas mal de familles comme ça qui rejoignent mes accompagnements en disant: «OK, moi j'ai l'identification, mais ça résout pas les difficultés que je rencontre dans ma vie quotidienne. Oui. Ça me permet pas de savoir comment me positionner avec cet enfant. Je ne comprends toujours pas mieux comment il fonctionne». Mmh. Il y a vraiment cette question de la compréhension. J'ai pas le mode d'emploi, quoi. Il n'a pas été livré avec. Je Ouais. sais pas comment il marche. Donc il y a beaucoup cette question-là. Et après, il y a aussi d'autres personnes qui s'interrogent parce qu'elles ont lu, elles ont entendu peut-être ce podcast, peut-être un de mes articles de blog, peut-être d'autres livres d'autres collègues et se disent, tiens, ça résonne. Je ne sais pas dans Mmh. quelle mesure c'est juste ou pas, mais ça résonne. Donc voilà, qui viennent chercher de l'information sur cette question du haut potentiel et surtout sur cette question de quel parent est-ce que je peux être face à cet enfant. Oui. C'est beaucoup, moi mes accompagnements sont vraiment
beaucoup centré sur quel modèle pouvons-nous être Mmh. pour nos Mmh. enfants. Mmh. Comment est-ce qu'on peut devenir des modèles inspirants pour nos enfants, justement. Ouais. Et voilà, donc du coup, les familles qui participent en tout cas à mes accompagnements sont des familles qui ont saisi et qui ont perçu que ce qu'on fait d'ordinaire, en tout cas ce qu'on nous a transmis en termes de parentalité et d'éducation, bah, ça ne marche pas avec un Oui. enfant au Mmh. potentiel. Alors Mmh. pour dire la vérité entre toi et moi, Lika, je pense que ça marche avec très peu d'enfants, en vrai de vrai. En vrai, n'est-ce pas? En vrai de vrai. Mais il se trouve que je me Ouais, suis spécialisée sur l'accompagnement de ces ouais, familles-là parce que ouais, c'était ouais. c'était ce que j'avais envie de faire. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas une stratégie spécifique aux enfants au potentiel. Non, ouais, Par contre, effectivement, c'est essentiel de tenir compte du haut bien potentiel sûr. dans ce qu'on va mettre en place au sein de nos familles. Mais tu Euh, sais, oui, je Vas-y. coupe parce que je reviens là d'une conférence que j'ai animée avec, une intervenante, enfin c'était à Montpellier, une intervenante, enfin 2 intervenantes qui intervenaient sur le neuroatypisme et Ok. donc la proposition d'accompagnement qu'on pouvait leur faire dans le cadre d'établissements d'accueil, collectif. Et donc moi en introduction, donc je parle des neurosciences, enfin voilà de ce qu'on identifie avec une réflexion sur une posture que j'appelle inclusive. C'est-à-dire que, hem, quand on sait effectivement, la vulnérabilité, l'immaturité du cerveau de l'enfant en général, hem, toutes les conseils que je donne pour une posture, en tout cas qui conviennent aux enfants, sont repris derrière par les personnes, tu vois, les médecins qui étaient là pour le neuroatypisme et on se rend compte que finalement, pourquoi différencier une attitude pour un enfant dit, tu vois, Tout à classique, fait. et puis un enfant dit neuroatypique, donc on met dedans l'HP, alors que en prenant conscience que certains comportements euh, permettent un épanouissement des enfants HP et ne nuisent pas, au contraire, Absolument. accompagnent, tu vois, en bienveillance tous Mhm. les enfants, tu vois. Ouais. Je suis Donc tellement d'accord ouais, avec toi. ouais, ouais. Donc c'est pour soutenir ce que tu dis. Oui, c'est que c'est un accompagnement que tu vas proposer avec certaines postures, mais finalement, tu vois, C'est ça. est-ce qu'on nous aurait pas transmis quelque chose qui serait pas C'est adapté exactement ça. Ouais. C'est pour ça que je te dis, voilà, ce que Mmh. je propose, et c'est pour ça que je ne demande pas d'identification. Tu vois, il n'y a pas Mmh. besoin d'un bulletin pour venir Oui. participer à mes accompagnements. Ouais. Pourquoi non pas comme certains peuvent le dire sur les réseaux sociaux, j'en profite. Un petit bisou à tous mes haters que j'aime beaucoup. Qui... non, mais tu vois, qui vont dire oui, c'est pour faire de l'argent, etc. Sachez, mesdames et messieurs, qu'on peut être animé de bonnes intentions quand on fait de l'accompagnement Mmh. et pas d'attitude vénale. Toujours Mmh. est-il que je ne demande effectivement pas de bulletin d'entrée Mmh. parce que n'importe quelle famille qui reconnaît son enfant dans les difficultés Mmh. que j'accompagne, dans lesquelles je guide les familles, vont y trouver quelque chose, tu vois, que l'enfant soit Mmh. vraiment identifié ou qu'il y ait une suspicion, Mmh. ce sera de toute façon que du plus Oui. dans leur parentalité. Alors bien Mmh. sûr, dans mes accompagnements, il y a vraiment un regard sur la parentalité avec un enfant au potentiel et les caractéristiques Mmh. dont on a parlé tout à l'heure. Et puis cette manière d'être au monde particulière dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment prise en compte Oui. dans ce que je propose, tu vois, Oui. malgré tout. Mais voilà, c'est pour rebondir aussi sur ce que tu Oui. disais. Quelqu'un qui n'aurait pas d'enfant au potentiel suivrait un de mes accompagnements, ne trouverait pas que c'est complètement dingue, tu Et vois. oui, oui, Voilà. complètement. Oui, oui, oui. Voilà. Autre chose que tu m'as dit qui m'a touchée, qui reviendra peut-être sur l'accompagnement que tu proposes, c'est que, moi comme toi, j'ai pris conscience de mon neuroatypisme au moment où j'ai mis au monde un être, totalement, différent de ce C'est ce qu'on peut que trouver j'attendais. classiquement. Non, mais de ce qu'on peut retrouver classiquement, tu Mais vois? oui, oui, tellement. Et je crois que, c'est le cas de beaucoup de parents, tu vois? Oui. De se rendre compte, en tout cas d'interroger peut-être, des particularités, qu'ils n'ont pas posées, comme, des forces, comme, des pouvoirs, tu vois? Jusque-là
Et, et je trouve que c'est un double, c'est double effet qui se coule, quoi, tu vois. C'est ça, mais c'est tellement ça. Mais tu sais, moi, quand je suis ressortie de cette première consultation, j'étais beaucoup plus bouleversée d'avoir enfin compris, enfin pu mettre du sens à tout ce que je ressentais, Ben et oui. cette espèce de validation de non, je ne suis pas folle, tu sais. Ouais, Et, ouais, ouais, il y avait donc une raison que je vive les choses de cette manière-là ouais. depuis 30 ans, parce que j'ai eu mon fils, il avait 30 ans, j'avais 30 ans, tu vois. Et j'étais beaucoup plus bouleversée que ça, que d'apprendre dans un premier temps le haut potentiel de mon enfant. C'est ça. Ça m'a beaucoup plus perturbée. Je te rejoins, c'est fréquent. C'est fréquent. Alors, on n'a pas d'études scientifiques sur ce thème, mais que ce soit moi ou mes collègues qui proposent d'autres accompagnements, que ce soit Fanny, que ce soit Jean-François Laurent ou que ce soit encore d'autres, on observe tous que, en tout cas dans les familles qui demandent du soutien et qui demandent de l'aide, il y a au moins un des deux parents qui est aussi au potentiel. Alors, souvent, c'est amusant parce que souvent les familles se présentent comme hypersensibles. Tu vois, comme s'il y avait quand même encore un tabou à pouvoir s'imaginer au potentiel, et que l'hypersensibilité socialement est quand même, c'est plus facile de le reconnaître. Quoi. Et puis c'est reconnu comme plus humble. Et absolument. Ouais. Absolument. Donc souvent elles vont se présenter comme ça en disant voilà, moi j'arrive pas à accompagner par exemple les émotions de mon enfant, mais moi-même je suis pas à l'aise avec les miennes, je suis hypersensible, etc. Et j'ai envie de te dire 100% des cas, je crois que 100% des familles que j'accompagne, et c'est souvent des mamans, il y a quelques papas, mais souvent ce sont les mamans, au fil de l'accompagnement se découvrent, enfin acceptent l'idée que ce fonctionnement-là leur parle aussi. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois elles ont des profils très différents de leurs enfants, parfois elles ont des profils opposés. Certaines mamans, par exemple, vont avoir un profil très laminaire, donc très homogène, très réflexif, beaucoup moins émotionnel, avec une recherche plus de sensations que d'émotions, etc. Et elles sont face à elles, à un enfant qui fonctionne presque à l'inverse de qui elles sont, tu vois. Donc ça les met encore plus en difficulté, bien sûr, pour les accompagner. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, bien sûr, il y a au moins un des deux parents. Et moi, j'ai même tendance à dire que pour supporter un haut potentiel, c'est rien que mieux qu'un autre haut potentiel, donc c'est quand même pas rare que les deux le soient chez les parents, en tout cas. Et c'est comme ça, oui, c'est souvent ça qui les fait se rencontrer et s'apprécier d'ailleurs. Bien sûr. Parce que là, finalement, c'est de ce deuxième effet qui se coule que je voulais aussi aborder avec toi, parce que c'est pour toi un double accompagnement, et c'est d'autant plus justifié que tu vises aussi et surtout le bien-être du parent et certainement la compréhension de ce qu'il est, quoi. Absolument. Ouais, c'est-à-dire que moi, en fait, tu vois, dans tout ce qui était proposé en parentalité jusqu'à maintenant, je voyais beaucoup, et vous allez en trouver beaucoup, des blogs, des articles, des livres, etc., sur comment faire pour que mon enfant gère mieux ses émotions, comment faire pour qu'il devienne plus autonome, comment faire pour qu'il s'oppose moins, pour résoudre ce qu'on pensait être des problèmes des enfants. Tu vois. Et moi, dans mon vécu de maman au potentiel, d'un enfant au potentiel, j'avais tellement conscience que qu'on est les modèles de nos enfants, et que ce chemin, il ne peut se faire qu'à deux, en fait. Il ne peut se faire on ne peut pas mettre en place des choses pour nos enfants si déjà nous on ne sait pas quel parent on est ou quel parent on a envie d'être. Ça manquait profondément de sens pour moi, et comme je te le disais, le besoin de sens, c'est tellement important. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai orienté mes accompagnements sur il y a toujours, que ce soit dans mes contenus en ligne accessibles, tu vois, individuellement, sans accompagnement personnel, il y a toujours une partie parent, une partie enfant, et ce sera toujours le cas, parce que les enfants ont à développer des compétences. C'est pas une somme de problèmes, un enfant, tu vois, pour moi. S'il y a un comportement dérangeant pour la famille, c'est probablement que l'enfant a besoin de développer des compétences qu'il n'a pas encore acquis. Et c'est aussi probablement que le modèle qu'on lui donne, que l'environnement que l'environnement, que notre manière peut-être de communiquer, que notre manière peut-être de se positionner n'est pas suffisamment claire.
Mmh. Et j'ai aussi observé beaucoup que ce qui aide le plus un enfant au potentiel à s'épanouir, c'est l'authenticité de ses parents. Oui. C'est-à-dire Mmh. que nos enfants, je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, on parle beaucoup d'empathie Mmh. pour les personnes au potentiel, et c'est pas tout à fait vrai, c'est même faux. Les hauts potentiels ne sont pas empathiques, ils sont sympathiques. Mmh. Alors ça veut pas dire qu'ils sont plus sympas que les autres, encore que. Mais toujours est-il que la sympathie, c'est différent. La sympathie, c'est vraiment le fait de ne plus. L'empathie, c'est quand on est en capacité de percevoir ce que ressent l'autre, Oui, et de mais dissocier de soi finalement. voilà, mais qu'on peut Ouais. s'en détacher. Tu vois, Oui. c'est Mmh. je vais voir une copine qui vient de se faire larguer ou de divorcer, ou bah, je rentre chez moi, je suis encore un petit peu triste pour elle, mais je porte pas sa tristesse Mmh. en moi, Mmh. tu vois, en Mmh. rentrant chez moi. Une personne au potentiel, elle est sympathique, c'est-à-dire qu'elle Mmh. absorbe Mmh. les émotions des autres, et elle ne sait plus ce qui est à elle et ce qui n'est pas à elle. C'est ça, Donc ouais. cette Ouais. personne-là, quand elle va voir une copine malheureuse, bah, quand elle rentre, elle est malheureuse. Oui, et dévastée même, Voilà, oui. et elle Oui, ne oui, sait oui. plus Ouais, 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 si c'est d'elle, de son ouais. vécu à elle, ou si c'est à quelqu'un Mmh. d'autre. Donc Mmh. imaginez les enfants qui n'ont pas cette capacité de raisonnement, Mmh. même à haut potentiel, parce que leur cerveau est toujours immature et vulnérable, comme tu Mmh. le disais tout à l'heure. Voilà, ça devient des zones intenses, en fait, Oui. d'émotions intenses, de sensations même corporelles intenses parfois. Euh, et donc vient avec ça des espèces de petites antennes qu'ils ont au-dessus de la tête, des espèces de détecteurs à mensonges et à incohérences, en tout cas, Mmh. à Mmh. désalignement. Et arriver à faire une demande, un truc même très bête, hein, tu vois, si tu décides si je décide qu'il faut que mon fils soit douché tous les soirs à 19h, et qu'à l'intérieur de, Mmh. parce que j'ai entendu dans une méthode éducative, tu vois, qu'il fallait vraiment que ce soit rigide et bien calé pour éviter les oppositions et tout, et qu'au fond de moi, je me dis que ça n'a aucun sens que ce soit tous les Mmh. jours à 19h, mais que je le mets quand même en place parce que je me dis, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Vous avez zéro chance que ça fonctionne, parce Ouais. que ben, l'enfant va percevoir avec ses petites antennes qu'il y a un truc qui n'est pas authentique, qu'il y a un truc qui n'est pas aligné, Mmh. Mmh. et il va venir interroger ça. Mmh. D'où la nécessité d'être ancré et d'être aligné dans qui l'on est Oui. Ouais. comme parent, pour pouvoir accompagner ces enfants-là de la meilleure des façons. Euh, voilà, c'est un chemin. C'est un Oui. chemin, et j'aimerais préciser aussi, Lika, que quand je dis qu'il faut être aligné, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être un parent parfait. Mais non, Parce que non, parfois, tu vois, je ouais, sais que ça ouais, résonne comme ça dans ouais, l'esprit non, des non, gens. et moi, c'est ce que j'aime avec, toi, enfin, dans ton accompagnement et justement ce que tu diffuses, c'est, un parent qui est aligné, c'est-à-dire qu'il a conscience qu'il fait de son mieux Absolument. et il le fait, voilà, de façon, juste et en conscience, enfin, tu vois? C'est C'est ça qui ça. me rejoint aussi très Ouais, fort, mais c'est ça, et avec ouais, beaucoup d'humilité oui, aussi, avec beaucoup mmh, d'humilité sur, voilà, mmh, voilà le parent que je suis aujourd'hui, avec ce mmh, que j'ai, avec ce que j'ai eu oui, aussi, oui, oui, et avec aussi, moi j'aime beaucoup ça, avec cette vision sur l'avenir de euh, c'est quoi mon prochain petit pas pour offrir à mon enfant une meilleure version de moi-même, mmh, tu vois. mmh, Je trouve mmh, que c'est un booster exceptionnel, en tout cas pour moi ça l'a complètement, été, de me dire, ok, voilà ce que je suis aujourd'hui, voilà quelles sont mes failles, mes manques, mes vulnérabilités, mes forces aussi. mmh, C'est quoi dans 3-4 ans, la Séverine que j'aimerais être, mmh. pour offrir encore un meilleur modèle à mon enfant, de ce que peut devenir une personne. Et finalement, ce qui compte le plus pour les enfants, c'est pas qu'on leur montre là où on est, c'est qu'on leur montre le chemin qu'on a pris pour y arriver. Mmh, mmh. C'est de leur montrer que nous aussi, on rencontre des difficultés, que nous aussi, Oui, on a des défis, que nous oui. aussi, des fois, on n'y arrive pas. Ouais. Et c'est pour ça, tu vois, que je parle avec beaucoup d'humilité, parce qu'on n'est pas, c'est pas du tout être dans une recherche de perfection, mais vraiment de se débarrasser de cette parentalité déguisée. Ouais, c'est ça. Tu vois, Ouais, ouais, qu'on ouais, prend ouais, oui. tous parce qu'on Oui. imagine que c'est ce que la société attend de nous, et que Mmh. on imagine, enfin, c'est ce qu'on
ce qu'on nous a transmis de génération en Mmh. génération, tu vois. Encore une fois, il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais c'est juste un moment de se dire, et si je tombais le masque, ça donnerait quoi? C'est Et ça, si j'allais ouais. rencontrer cet autre être humain en tant qu'être humain moi-même, Ouais. est-ce que je perdrais vraiment de l'autorité? Ben, Mmh. essayez-le et revenez nous dire sous le podcast. Ouais. Vous allez vous rendre compte que vous allez, avec un enfant au potentiel, que vous allez gagner en autorité. Mmh, mmh. Bien Beaucoup sûr, parce plus, on devient plus juste, plus incarné absolument. et oui, ouais. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ton accompagnement, c'est que tu accompagnes, en douceur à changer complètement de regard quand même C'est ça, c'est et ça. tu vois, du regard posé, sur l'enfant, sur le lien parent-enfant et là où moi je trouve que ton accompagnement est indispensable, c'est que ça, le faire seul, c'est compliqué. C'est Enfin, très compliqué. c'est ouais, C'est très mmh. compliqué de le faire seul. C'est C'est pour risqué en ça. tout cas, tu vois? Parce que Oui, 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 c'est aussi. risqué. Et puis, tu sais, tu me disais pourquoi les parents viennent me voir. Ils viennent aussi souvent me voir parce qu'ils se sentent seuls et démunis. Oui, oui, ouais. Donc, en effet, je propose des accompagnements en accès auto-coaché, j'appelle ça, hein, parce que je sais que pour certaines familles, bah, c'est le support. En tout cas, elles en sont là dans leur Mmh. demande, tu vois. Mmh. Donc, c'est important que ça existe, mais c'est vrai que ce que je préfère faire, c'est de l'accompagnement en live, en direct. Mmh. Et ce que j'aime encore plus faire, et d'ailleurs je ne fais plus d'accompagnement en individuel parce que je crois beaucoup à la force du La groupe. force du groupe, bien sûr, ouais, Voilà, je suis d'accord. dans Ouais, ces ouais, dynamiques-là aussi, oui, ouais. parce que souvent, comme je le disais, souvent ce sont des mamans ou des papas au potentiel Mmh. qui viennent vers moi. Et pour l'avoir expérimenté moi-même, je sais comment notre cerveau est capable de jouer avec tu vois, en un pour un. Mmh. Oui, 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 oui. Je Mmh. sais ce que tu attends de moi et je vais te servir ce que tu Oui, attends de oui. moi parce Mmh. que en bon HP, je sais le faire. Donc je vais aller Oui, sur ce terrain-là, tu oui, vois? surtout que ce sont des parents qui se sont adaptés souvent pendant de Tout à nombreuses fait, années tout et qui à fait. sauront le faire là sur un accompagnement sans Voilà, même s'en apercevoir. Mmh. exactement, de manière Oui. totalement Ouais, inconsciente, et même bah, oui. s'ils ont une intention vraiment de changement, je sens à quel point Mmh. ces résistances-là sont ancrées. Oui. Alors Ouais. qu'en accompagnement de groupe, se rendre compte que les autres partagent les mêmes questionnements, se Mmh. rendre compte que les vulnérabilités ne sont finalement pas dangereuses. Oui. Ça autorise, je trouve, beaucoup plus. Tu vois, le paradoxe, c'est que plus on est Ouais. nombreux, plus on arrive à aller en soi, Oui, je trouve. c'est vrai. Et du coup, l'accompagnement est beaucoup plus efficace. Donc, c'est vrai qu'actuellement, je ne propose plus que des accompagnements de Mmh. groupe dans lesquels, voilà, comme tu le dis, on essaye petit pas par petit pas, avec Mmh. là où chacun en est, il y a vraiment là où chacun en est, bah, de changer d'abord de regard sur soi, Mmh. sur ce que c'est que d'être parent, ce que Mmh. c'est que d'être parent de cet enfant-là, Mmh. ce que c'est que d'être parent dans son milieu social, culturel, parce qu'on ne vit pas dans tous, tu vois, moi j'ai des gens du Liban, j'ai des gens du Québec, j'ai des gens de Mmh. Finlande, Mmh. on ne vit pas tous dans les mêmes environnements socioculturels, et il n'y en a pas un de mieux ou de moins bien. Bien sûr. C'est juste des environnements socioculturels différents. On ne porte pas tous les mêmes valeurs éducatives. Mmh. Ce qui est C'est très vrai. important pour moi n'est Ouais. pas forcément très important pour ma meilleure amie, même, tu vois, Mmh. même pour des gens proches. Donc le chemin, c'est vraiment ça, c'est déjà de se clarifier soi-même, Mmh. de mettre de la clarté sur qui on est aujourd'hui, de mettre aussi de la clarté sur nos prochaines actions, tu vois, sur Mmh. notre prochaine phase d'évolution comme parents. Et puis à partir de ça, après, on peut créer des stratégies éducatives qui vont être pleines de sens, pleines de cohérence, pleines Oui. d'authenticité Ouais. face à nos enfants, en tenant compte de la même manière de la personnalité de cet enfant-là, Oui. de son caractère, de son tempérament, de son potentiel, mais comme d'une caractéristique d'un ensemble de tout ce qu'il est. Complètement. Ouais. Donc, ouais, c'est ce qui me passionne. Et c'est vraiment un accompagnement, en tout cas que j'imagine bienveillant parce que Oui, tu n'as pas, en tout cas, tu n'as pas, vocation à dicter, à jamais. tu vois, des dogmes, mais vraiment de permettre, heu,
aux parents de trouver leur propre chemin et ça me touche beaucoup parce que c'est que comme ça que je vois l'accompagnement et on C'est partage ce qui nous vraiment ça. rapproche, Ben ouais. oui, c'est ce qui nous rapproche et heu et c'est super. Merci Mmh. pour ça. Oh bah, merci. Mais tu vois, j'avais une réflexion l'autre jour à la suite j'avais une séance avec un des groupes d'accompagnement et moi, ça me fait toujours vivre beaucoup de choses aussi, Mmh. tu vois, parce Mmh. que moi, j'en fais peu, mais parce que j'aime être pleinement là et donner tout ce que je sais pas fonctionner autrement en même temps, tu vois. Mmh. Donc, et j'en ressors toujours un peu bouleversée, un petit peu ébranlée par ce qui a été partagé, par la sincérité des familles qui sont Mmh. présentes, Mmh. par la bienveillance du groupe aussi, Mmh. qui a bien compris cet aspect de non-jugement et de respect de là où on est chacun. Oui. Et j'en suis ressortie avec cette phrase très forte et que je vais mettre quelque part bientôt d'ailleurs. J'ai la profonde sensation que finalement notre parentalité est notre plus beau chemin de développement personnel, tu Et vois. oui. Mmh. Mmh. Et vraiment, c'est venu résonner en moi très très fort Mmh. après cette séance. Euh, et si on se servait de cette expérience-là Mmh. pour rendre le monde meilleur, tu vois, et Bien sûr. pour au-delà même de nos foyers. Alors bien sûr, déjà quand on y arrive dans nos foyers, on est déjà satisfait. Mais si on en profitait aussi pour rayonner ça dans le Mmh. monde encore plus largement, Ah oui. et diffuser, comme tu le dis, cette bienveillance et ce respect de l'individualité de chacun, du rythme de chacun. Oui. Ouais. Ouais. Tu vois, moi je vois dans mes accompagnements, tout le monde ne va pas au même rythme. Bien sûr. Et puis il y a des rechutes, il y a des retours en arrière, des régressions qui font pleinement partie d'ailleurs de l'évolution. Mmh. On accompagne ça aussi. Mais comme tu le dis, moi j'ai pas du tout de dogme, j'ai des stratégies. Et j'ai des outils éducatifs Mmh. dans mes Mmh. mallettes, j'ai du Mmh. matériel dans mes mallettes que Mmh. je mets à Mmh. disposition des familles. Oui. Mais le travail ensuite est vraiment de comment tu vas t'en servir toi C'est avec qui ça. tu es. En fait, tu les aides à remplir leur boîte à outils, mais après devant Exactement. les situations, ils se servent de l'outil dont ils ont besoin, qu'ils ont identifié comme utile à ce moment-là. C'est Ouais, ça. Et puis avec ouais ce qu'ils sont, eux, et bien à sûr. ce Ouais, moment-là, et ce ouais, qu'est cet enfant-là, oui. et les combats qu'il a choisi de mener, parce que moi je défends Mmh. aussi beaucoup, arrêtons de vouloir tout régler dans la seconde. On est dans une société où on voudrait que tout y aille très très vite. Mais oui. Et Ouais, moi, c'est ce que ouais, j'aime chez ouais. toi, c'est que je trouve que tu es apaisante. Je te l'ai déjà dit il y a 2 ans, mais à chaque fois que je t'écoute sur un podcast, sur une vidéo et autres, j'ai l'impression que le temps s'arrête et ça me fait un bien fou. Mais je crois que c'est vraiment aussi important, tu vois, de se Mmh. dire, ok, bah non, on va pas tout régler tout de suite. Et vous Mmh. savez, vous avez 18 ans pour Pas accompagner votre d'urgence. enfant, Eh oui. et même Ouais. 25 pour les garçons ou pas Ouais. loin. Donc il y a du temps, il y a du temps pour les aider à se développer. Je crois aussi, tu vois, qu'on est dans une société où on attend de nos enfants que ce soit des petits adultes, Mmh. qu'ils aient des compétences qu'on n'a nous-mêmes pas, Ouais. souvent. Ouais. On a des exigences parfois qu'on n'a pas pour nous-mêmes. Et puis aussi, c'est un des pièges du haut potentiel, parce que comme ce sont des enfants qui ont un raisonnement très conceptuel, très Mmh. avancé, on oublie très facilement que ce ne Oui, sont que des ce ne enfants, sont que des tu enfants, vois. c'est bien sûr. Euh, Ouais. et, et voilà, moi je me rends compte aussi, tu vois, pour reprendre cette discussion politique, on a eu à un repas une grande discussion avec. Il avait fait son programme presque, tu vois, il avait pris dans chacun ce qui lui plaisait. Il avait fait son programme de monde idéal, donc il est en train de m'exposer qu'est-ce qui serait idéal dans son monde, avec les connaissances qu'il a lui, tu vois, de son âge. Et puis 30 minutes après, une crise démarre parce que l'eau du thé n'était pas assez chaude, tu vois. Et là, tu dis, mais pourquoi? Il y a 2 minutes, on parlait politique. Oui. Tu peux pas te mettre dans un état pareil pour ce qui, moi, me semble être une broutille, tu vois. Ouais. Et du coup, comme parents, c'est aussi une des difficultés qu'on rencontre, c'est on a du mal à savoir comment se positionner. Est-ce que je dois me positionner face à un ado, face à un petit? Et en Mmh. fait, la clé de ça, bah, c'est ce qu'on a partagé, c'est l'authenticité. Mmh. C'est mon cœur m'appelle à quoi dans ce C'est ça. moment-là? Ouais. Ouais. Et sortir des il faut, tu dois, on devrait.
Votre Mmh. cœur vous appelle à quoi? Tu sais, moi, j'ai souvent l'habitude, et je suis sûre que c'est le cas de ta communauté aussi. Moi, j'ai accompagné beaucoup de familles maltraitantes quand j'étais éducatrice spécialisée, Mmh. et vraiment maltraitantes, puisque les enfants Mmh. leur avaient été retirés. Je vous promets qu'elles suivent pas ce genre de podcast. Je vous promets Mmh. qu'elles cherchent pas à s'informer sur Mmh. des blogs. Elles cherchent pas Mmh. d'accompagnement. Donc, Mmh. si vous êtes en train d'écouter ce podcast-là, c'est que vous êtes déjà un bon parent. Bien sûr. Donc, Mmh. allez juste renouer avec votre intuition, Mmh. reprenez confiance en vos compétences de parents. Mmh. Si vous ne deviez faire qu'un premier petit pas après l'écoute de ce podcast, j'aimerais que ce soit celui-ci, de se dire, OK, dans Mmh. la journée qui vient, et si je faisais les choses Mmh. comme je pense qu'elles devraient être faites, Ouais. et observer ce que ça donne dans les relations Ouais. que vous avez avec vos enfants. Ouais. Ouais. Oh, merci. C'est très juste. Écoute, avant de conclure, peut-être, est-ce que tu pourrais nous proposer un thème pour aller plus loin ou peut-être un invité Mhm. qu'on pourrait inviter sur ce Alors, en podcast? effet, je pensais à Élodie Crépel parce que sur la question de l'hypersensibilité, c'est Ouais. ma référence. Et je vais la recevoir aussi moi bientôt. Mais tu as déjà une rencontre avec elle. Euh, qui est-ce qui pourrait, sur le thème du haut potentiel, ou sur Pour aller d'autres plus thèmes? loin, ouverture, vraiment, ça peut être très large. Un thème qui toi, Peut-être, t'anime, te alors c'est vrai que moi, tu vois, les thèmes qui m'animent, on est souvent dans ce registre-là, mais je Mmh. pense à Tilda Belloc, qui a fait une intervention dans le Festival des parenthèses atypiques cette année sur le thème du trouble de l'attention avec hyperactivité, Mmh. et qui a fait une magnifique intervention d'une clarté comme je n'avais jamais Mmh. entendue. Tilda, elle est elle-même TDAH, et elle accompagne les familles dont les enfants ont Oui, ce oui, trouble. oui. Et elle a une connaissance neurobiologique du trouble qui est hallucinante, une bienveillance que j'adore. Donc ça pourrait peut-être intéresser, tu vois, Ouais, les gens c'est vrai. qui sont Ouais, sur ces thèmes-là, d'en savoir un petit peu plus sur le TDA, TDAH, parce qu'on en entend aussi beaucoup parler sans vraiment saisir ce que c'est, un petit peu complètement. comme le haut Mmh. potentiel, tu vois. Ouais, complètement. Et ben, je vais te demander précision, hors antenne, Ça marche, je vais te pour mettre en avoir ses contact. Ouais, coordonnées avec et joie. c'est une très belle idée. Merci Séverine pour cet épisode passionnant, mais comme, Écoute, j'espère que j'ai pas chacun de été nos trop, échanges j'espère que j'ai pas été trop pipelette, parce que tu vois, moi, je suis tellement c'est parfait. animée par tout ça que je pourrais t'en Oui, parler des heures. on le ressent et je suis sûre que les auditeurs, se sont laissés, aller dans notre spirale J'espère. d'échanges. Je te remercie beaucoup. Où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, on peut me trouver sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, mais aussi sur mon blog. Il suffit que vous tapiez Séverine Guy dans la barre de OK. recherche Google. Séverine Guy, Atypique Épanouie, qui est le nom de ma société. Vous allez normalement assez facilement me trouver sur les différents réseaux, sur celui que vous préférez. OK, je crois que tu as un lien de Linktree Oui, et je mettrai ce lien-là peut-être dans la description, ça comme ça marche. vous aurez tous les contacts de Séverine. Ça C'est marche. Et vrai. puis, si vous Ouais. voulez bien sûr aller un petit peu plus loin sur mon blog, vous avez la possibilité de télécharger mon petit cadeau gratuit, Mmh. pour déjà avoir une vision de comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'épanouissement de son enfant à haut potentiel, et comment surtout est-ce qu'on le fait sans s'épuiser. Oui, super. Oui, je Voilà, mettrai aussi ce lien peut-être en direct sur la description. ça marche. Super. Ça marche. Merci beaucoup, à très Merci à bientôt toi, Lucas, Séverine. c'était un bonheur. Je t'embrasse. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, c'est sûrement que cet épisode vous a plu. Je vous laisse en description de cet épisode tous les liens utiles pour retrouver Séverine et aussi aller plus loin dans les références que nous avons pu citer ensemble. Pour aider à la visibilité de ce podcast, je vous invite à le partager autour de vous et à mettre quelques étoiles, un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela nous sera d'une très grande utilité. Je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes et en attendant, prenez soin de vous.